Salut à tous. Un peu trop enjoué. Bonjour, nouvelle vidéo pour YouTube. Bonjour. Mais bordel, ça te prend combien de temps de faire une intro? Tu sais quoi? Tu voulais qu'on fasse la vidéo ensemble? Tu vas faire le tournage de ton côté, je vais la faire du mien et on se débrouillera comme on peut au montage. Hein. Aujourd'hui, c'est Mickey17 de Bong Joon-ho. Voilà, pas compliqué, hein? Baltringue. Oh, et au fait, on like et on s'abonne, hein, parce que moi je veux mon pognon. Allez, générique. Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Comme le disait l'autre, on va s'intéresser à Mickey17 de Bong Joon-ho. S'il n'a le vent en poupe en Occident que depuis quelques années, le cinéma coréen est déjà connu des cinéphiles depuis un petit moment avec certains réalisateurs tels que Park Chan-wook et justement Bong Joon-ho. Ah ça c'est sûr qu'on n'a pas attendu la merde de Squid Game pour aimer le cinéma coréen, nous. Hein. Tu veux faire... J'ai dit non. Et le cinéma de Bong Joon-ho va être caractérisé par certaines thématiques récurrentes. Des thématiques sociales, que ce soit dans la lutte des classes, autant du point de vue entre les riches et les pauvres que entre ruralité et urbain, mais aussi l'écologie ou encore la protection des animaux. Un bon gros gaucho, quoi. Un réalisateur qui va également apprécier ajouter quelques touches d'humour décalées, malgré la noirceur de la situation de ses films. Et si je n'ai pas vu tous ses films, Bong Joon-ho, c'est un réalisateur que j'apprécie, et qui pourtant, pour je ne sais quelle raison, alors que tous ses films devraient sur le papier me plaire, il y a toujours un petit truc qui fait que j'accroche pas tellement. Son Memories of Murder, qui est sans doute un de ses films les plus réputés dans le milieu cinéphile, là je sais un peu plus dire pourquoi. C'est censé être une enquête policière, mais tout comme Seven, c'est pas tant la recherche du tueur qui va être importante que l'impact qu'a cette enquête sur ses enquêteurs. Et moi, dans les thrillers, ce que j'aime bien, c'est le jeu de chat et de la souris. C'est essayer justement de chercher les indices en même temps que les enquêteurs, de jouer avec le scénariste pour voir si j'arrive à deviner avant lui les twists qu'il me prépare. Bon, là on est dans le pur subjectif, le but c'est pas de juger le film en lui-même, c'est vraiment plus ma perception par rapport à celui-là. Snowpiercer, en revanche, je ne saurais expliquer pourquoi je reste toujours en dehors. On parle d'un film à la DA ultra chiadé, avec un super casting, l'idée de remonter un par un les wagons, c'est un côté jeu vidéo, et c'est assez prenant sur le papier, encore une fois. Mais je ne sais pas pourquoi, bien que je l'ai vu 3 fois à plusieurs années d'intervalle, à chaque fois je me retrouve à m'ennuyer. Des petits soucis de rythme, trop de personnages un peu inutiles. Je sais pas, vraiment, je ne sais pas, je comprends pas. The Host, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, faudra que j'y rejette un coup d'œil, mais je me souviens que j'avais plutôt apprécié sans pareil vraiment accroché. L'autre guignol, il a oublié de vous parler d'Okja, là, le film qui essaye de te rendre vegan. Non, parce que je veux bien qu'on lutte pour la cause animale, hein, vive le soja, tout ça. Hein. Mais quitte à le faire, tu pourrais le faire de façon un peu moins hypocrite. Je veux dire, regardez le design de cette bestiole et osez me dire qu'elle n'a pas été créée de façon à vous faire fondre. Ça, et puis le problème récurrent de trop de personnages et tout ça. Non, vraiment, Okja, un de ses moins bons. En revanche, mon film préféré de Bong Joon-ho, et je vais pas être très original, c'est celui pour lequel il a eu la Palme d'Or et l'Oscar du meilleur film, c'est son Parasite. Extrêmement bien joué, extrêmement tendu, extrêmement bien écrit et mis en scène, j'aime tellement ce film. Et ça crée ce paradoxe que même s'il n'y a aucun film de Bong Joon-ho que je retiens en dehors de Parasite, bah malgré tout, j'attends toujours avec une grande impatience son prochain projet. Et son nouveau projet, on l'aura attendu un petit moment quand même, parce que Mickey17, le film qui est le sujet de cette vidéo, ben ça fait plusieurs années qu'il est annoncé, et que sa date est reportée à de multiples reprises. On ne connaît pas trop les causes, certaines fois on disait que c'était du montage, parfois des désaccords avec le studio, d'autres fois on disait qu'il décalait la date de façon à le présenter au Festival de Cannes, à tel point que certains se demandaient si le film n'allait pas être sacrifié. Mais bon, ça y est, une date a été fixée, il est là, on peut le voir désormais au cinéma. Parlons de Mickey17. You guys do rock, paper, scissors, and then we'll just shoot the loser. I don't like you, but I'm you. I'm not you. I'm gonna kill you. Dans un futur proche où la Terre est mal en point, Mickey, joué par Robert Pattinson et qui a des dettes de jeu, décide de s'inscrire à une mission spatiale visant à coloniser une planète lointaine, Niflheim. Pour cela, il se fait engager en tant que remplaçable, c'est-à-dire que la compagnie qui organise l'expédition pourra pratiquer tout un tas d'expériences sur lui et en cas de mort, pourra le cloner pour recommencer encore et encore. Et le film se concentre sur le 17e Mickey, Mickey17. Sauf qu'un jour, Mickey17, laissé pour mort, arrive à retourner au vaisseau et découvre que l'on a créé un autre clone de lui, Mickey18. Ils sont alors des multiples, et la règle est simple, en cas de multiples, on supprime tous les clones. Il y a aussi des histoires de bestioles toutes moches, mais bon, j'imagine que l'autre il s'en tape.
Tout à l'heure, je me disais que le cinéma de Bong Joon-ho, c'est avant tout des thématiques. Et on peut dire que Mickey 17 les regroupe absolument toutes. De la même façon que Queer, c'est le film somme de Guadagnino, on dirait un peu que Mickey 17, c'est le film somme de Bong Joon-ho. La lutte des classes est bien présente puisque l'on va avoir d'un côté les employés qui sont littéralement déremplaçables, des gens que l'on peut exploiter au-delà de la mort, et de l'autre côté les riches, notamment représentés par le couple qui organise l'expédition, à savoir Kenneth Marshall et sa femme, joués par des Mark Ruffalo et Toni Collette qui ont l'air de s'éclater. Kenneth Marshall, ce politique aux idées farfelues, assez extravagant, beaucoup impliqué dans l'église. Des sacrés FDP en somme. Tout parallèle avec certains politiques, notamment américains, est totalement fortuit. Un parallèle qui sera fait entre les deux tout le long du film, et ce dès le départ avec un montage alterné, où on verra d'un côté Kenneth qui expliquera que les rapports sexuels doivent être interdits parce que ça consomme trop de calories et donc demander de manger plus, et donc d'utiliser plus de réserves du vaisseau. Et de l'autre, Robert Pattinson et sa copine Nasha, qui vont littéralement s'envoyer en l'air et vont aller jusqu'à s'inventer leur propre position. D'un côté l'abstinence, de l'autre le plaisir. Et ça va même encore plus loin, puisque de la part de Kenneth et de sa femme, le sexe doit être uniquement pour procréer. Ah, j'en connais qui doivent bien se faire chier. Et ça va même plus loin en dénonçant l'hypocrisie de Kenneth et de sa femme, puisque tandis qu'ils demandent à tous de se priver en mangeant des aliments qui ont l'air assez infâmes, eux de leur côté se régalent avec de la grande cuisine, et Toni Collette passe littéralement le film à faire une lubie sur la création de sauces. Mais ce n'est pas la seule thématique, puisqu'on retrouve également l'écologie. Déjà avec la planète qui est en fin de vie, qui est sujette à des tempêtes de sable permanentes, mais aussi avec la planète Niflheim, planète glaciaire, qu'il va falloir coloniser, et sur laquelle vivent déjà des créatures, les rampeurs. Là encore, écologie, colonisation, le parallèle avec les États-Unis est assez évident. Mickey 17, c'est vraiment une critique acide de l'Amérique. Je crois que gros mollard à leur gueule, ce serait une meilleure expression, et c'est bien fait. Après, cette critique ne se fait pas non sans humour. Bong Joon-ho fait de nouveau appel à cet humour assez décalé qu'il utilise dans ses précédents films. Ça donne des situations et des personnages grotesques, dans le bon sens du terme, et on voit que tout le casting, Mark Ruffalo encore une fois et Robert Pattinson en tête, vraiment s'éclate. Robert Pattinson qui n'a pas un, mais deux rôles. En effet, Pattinson va jouer à la fois Mickey 17 et Mickey 18, des personnages qui sont assez différents en fait. L'un est un peu plus maladroit, un peu plus timide, le second est beaucoup plus sûr de lui, voire à tendance psychopathe. Et Pattinson arrive tellement bien à jouer les deux que l'on sait en permanence, juste en les voyant se tenir côte à côte, lequel est lequel. Vraiment, il y a un truc dans la gestuelle, dans les expressions, qui fait qu'on est toujours au courant de qui est 17, qui est 18. Il me semble que c'est Bong Joon-ho qui disait qu'il aurait voulu voir Pattinson nommé dans l'Oscar du meilleur rôle pour Mickey 17 et dans l'Oscar du meilleur second rôle pour Mickey 18. Et c'est totalement vrai. Il est vraiment à fond dedans. Tout le reste du casting était également à fond. Mais vraiment, lui, il sort du lot, c'est assez incroyable. C'est vraiment très fun de voir les deux Mickey interagir. D'ailleurs, Bong Joon-ho s'en sort excellemment bien avec la mise en scène. Bon, c'est pas très étonnant quand on regarde ses précédents films. Et puis, ça crée tout un discours sur lequel est le vrai, lequel est humain, qu'est-ce qui est être humain, qu'est-ce qui est être en vie. Ça rajoute de nouvelles couches de thématiques encore sur le scénario. Et donc, avec les péripéties qui s'enchaînent, ces personnages attachants et ou extravagants, cet humour décalé, on ne s'ennuie pas pendant ces 2h15. Mickey 17, c'est du bon divertissement, très efficace, tout s'enchaîne très vite. Tout s'enchaîne trop vite. Parce que depuis tout à l'heure, je vous dis, oui, alors le film, ça parle d'écologie, ça parle de politique, ça parle de religion, ça parle de lutte des classes, ça parle de colonisation, ça parle de ce qu'est être humain, de ce qu'est la vie. Je vous dis qu'il y a toute une intrigue justement entre le parallèle entre les employés et Kenneth Marshall et sa femme. Je vous parle de toute l'intrigue qu'il y a autour de Mickey 17 et de Mickey 18. J'ai même pas vraiment détaillé l'intrigue sur les rampeurs, qui apparaît surtout au début et à la fin du film. Ça commence à faire beaucoup en fait. Non mais soyons honnêtes, le scénario il est beaucoup trop chargé. Le gars il te fout 1 millier de thématiques dans son histoire et il en abandonne la moitié en cours de route. C'est un film qui est riche, ou du moins qui se veut riche, mais qui a tendance à un peu trop mettre ses thématiques les unes après les autres plutôt que d'arriver à les imbriquer. Et ça donne l'impression parfois dans une scène que un thème est balancé et qui ne sera jamais vraiment réutilisé. Par exemple, tout ce qui est autour de la religion. On acte que Kenneth Marshall a été soutenu par l'Église pendant sa campagne politique et pendant la mise en place de la mission spatiale, et au final, ce ne sera jamais vraiment réutilisé. Bon, après, avec une telle volonté de parler d'autant de thématiques, c'est quelque chose qu'on peut un peu excuser. Pardon, excusez-moi, je me permets d'intervenir, parce que mon collègue, là, il se permet de dire « Oui, c'est pas bien grave, c'est un film riche, blablabla. » Est-ce que tu peux parler des personnages, Parle des personnages, parle de Bartholomé. Vas-y, allez. T'es sûr que tu veux toujours... Toujours pas. Parlons des personnages.
Parce que depuis tout à l'heure, je vous parle des thématiques qui sont nombreuses et qui donc ne sont pas toujours toutes aussi bien traitées les unes que les autres, mais le traitement des personnages, c'est un peu plus problématique. Prenons le cas le plus évident, Mickey 17 et Mickey 18. Pourquoi ils sont aussi différents en termes de personnalité? Je veux dire, je comprends qu'il puisse y avoir une évolution d'un clone à l'autre par rapport à l'expérience qu'il a eue, mais à ce point être différent, c'est jamais expliqué. Mickey a également un meilleur ami, joué par Steven Yeun. Celui-ci fait littéralement de la figuration. Il sert pas à grand chose. Il a plus l'air de servir de Deus Ex Machina parfois que réellement d'être un personnage. Que Ruffalo et Toni Collette soient plus des archétypes que des personnages avec un véritable arc, ça me dérange pas, ça va avec le film. En revanche, il faut qu'on parle de Anna Maria Bartolomé. Si ce nom ne vous dit rien, sachez que c'est une actrice française que vous avez pu voir dans l'un des plus grands succès de 2024, Le Comte de Monte Cristo. Et soyons directs, j'ai absolument aucun reproche à faire à l'actrice. Dans Mickey 17, elle est absolument très bien. Elle a même sur le papier le personnage avec l'arc le plus intéressant de tout le film. Le souci, c'est son traitement. Comme d'habitude, on va essayer de pas trop spoiler, mais en tout cas, au début du film, le personnage de Bartolomé est présenté comme lesbienne. Ouais, une lesbienne façon Hollywood. Ah, et elle, c'est mon amie, on se touche juste un petit peu l'épaule. Une homosexualité discrète qui peut s'expliquer par le rapport de Kenneth avec la religion. Donc déjà, l'arc du personnage est intéressant, le paradoxe de participer à une mission organisée par des personnes qui détestent absolument tout ce qu'elle est. Sauf qu'au cours d'un dîner, il va y avoir une proposition qui lui est faite qui va donner encore plus d'intérêt à son arc. Et ça permet de voir un peu plus les relations qu'elle a avec les personnages. Avec Kenneth et sa femme, elle a profondément du dédain et plus une volonté de résistance. Et avec Mickey, elle est beaucoup plus attentionnée. C'est une amie. Alors voilà, là vous prenez tout ce que je vous ai dit et vous le jetez à la poubelle. Après cette séquence, le personnage de Bartolomé va avoir des comportements que j'explique pas. Et encore là, je suis gentil, mais elle est présente dans le film. Elle est traitée par le film. Sauf qu'à la moitié de celui-ci, elle est carrément virée. Et je dis pas qu'elle est en arrière-plan, hein. Non, elle est littéralement absente de tout le dernier arc du film. La dernière fois qu'on la voit, elle a un comportement qui est l'exact contraire de ce à quoi on attend de son personnage par rapport à comment elle a été caractérisée. Et pour le reste, finito, nada. Elle revient juste à la toute fin passer une tête, mais bon, franchement, inintéressant possible. C'est fou d'avoir une telle promesse de personnages et de thématiques en plus qui servent celles que tu as déjà mises en place, et pourtant de ne jamais les utiliser. Vraiment, elle est le personnage le plus mal écrit. Ou peut-être la plus victime du montage. Un peu plus tôt, je vous disais qu'une des raisons potentielles pour laquelle on avait tant tardé à voir Mickey 17 était des désaccords entre le studio et Bong Joon-ho lui-même. Quand on voit le film, j'ai l'impression que ces désaccords ont été résolus à coups de machette dans le montage. Bon, on n'est pas sur un niveau de Captain America 4, mais malgré tout, pour que autant de thématiques disparaissent, que autant de personnages disparaissent, c'est bien qu'il y a eu des cuts. Et ça expliquerait l'omniprésence de la voix off de Robert Pattinson qui est là pour nous expliquer l'univers. Chaudon-tel mon cul! Ça ne rend pas le visionnage désagréable, mais juste, on sent qu'il manque des pierres à l'édifice. Et je vous ai toujours pas parlé des rampeurs. Les rampeurs qui ne vont avoir réellement qu'une importance dans le dernier tiers du film. Au passage, bravo aux designers de la bestiole parce que je trouve qu'ils ont vraiment réussi à la rendre repoussante quand on ne sait pas ce que c'est, et en même temps très mignon quand on apprend à les connaître. D'ailleurs, l'ADA du film en général est très réussi. On a trop une impression de bloc, pas de tout uni. Et perso, ça fait que je rentre jamais vraiment dans le film. J'ai l'impression qu'on m'a retiré 1 heure, et moi j'ai envie de la voir cette heure. Donc en conclusion, Mickey 17, comme je dis, on sent que c'est un énorme bordel. Je pense que on a des chances de voir peut-être un director's cut arriver avec le Blu-ray, c'est pas impossible, ou en tout cas il se cache une version longue quelque part. Ça se ressent dans le récit, ça se ressent dans le traitement des personnages et des thématiques, mais malgré tout ça reste suffisamment bien foutu, suffisamment bien joué, bien mis en scène, ça reste fun, on passe un bon moment, on ne s'ennuie pas, donc ça reste malgré tout du bon divertissement. Mais j'avoue que, étant quelqu'un pour qui le scénario est toujours très important, je reste un peu sur ma faim. Encore Bong. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé du film, si vous aussi le montage ça vous a dérangé, si vous voulez voir une director's cut de Mickey 17. On se retrouve prochainement pour de nouvelles critiques. N'oubliez pas d'être curieux, allez au cinéma, regardez des films. Bye. Ça y est, j'ai fini. C'est pas trop tôt. 1 heure. 1 heure de tournage. Tu m'étonnes qu'on fasse pas cette vidéo. Non mais sérieux quoi. Tout ça pour dire quoi? Les gens ils en ont rien à secouer de toutes tes
thématique, etc. Les gens, ils veulent juste savoir si c'est fun et point barre. Non, mais franchement, tu devrais suivre un peu plus mes conseils parce